de grands coups violents frappés dans la porte. « Police, ouvrez !» Elle m'a giflé violemment. Cette gifle m'a sauvé la vie. Il a fallu grandir d'un seul coup. Nous n'étions plus des enfants. Je m'appelle Rachel Jedinac, née Psankiewicz. J'avais 8 ans lors de la rafle du Veldiv. J'habitais au 26 rue du Rys, dans le 20e arrondissement de Paris. Mes parents sont nés en Pologne. Ils ont souffert en Pologne de l'antisémitisme. Alors ils sont venus à Paris, comme beaucoup d'autres, dans le pays des droits de l'homme. Mon père était ouvrier, menuisier ébéniste, et ma maman était femme au foyer, comme beaucoup de mamans à l'époque. On était heureux parce qu'on était aimés par nos parents, qui voulaient nous voir devenir de vrais petits Français. Donc, nos parents, les miens en tout cas, ont demandé dès notre naissance la nationalité française pour ma sœur et moi, que nous avons obtenue, bien entendu. Quant à eux, ils ont demandé la nationalité française, mais ça n'a pas abouti, vu la période. Mon père s'engage pour défendre la France lors du début de la guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Et il n'est pas le seul. Je signale que plus de 80% des Juifs étrangers se sont engagés pour défendre la France, leur nouvelle patrie. On a accompagné mon père à la gare. Il y avait beaucoup de papas qui allaient partir et les mamans pleuraient, les enfants aussi. Alors moi, j'ai pleuré aussi, sans très bien comprendre ce qui se passait. J'avais 5 ans. Et mon père est donc parti. Son régiment a été décimé de moitié parce qu'il n'était pas aussi bien armé que les Allemands. Mon père a été démobilisé en fin septembre 1940, donc 1 an après son engagement, et il a retrouvé du travail. Et pour moi, bien petite fille de 6 ans, mon papa était là, le foyer était reconstitué, donc tout allait bien. Le 4 octobre 1940, il y a eu le fichier juif. Et on a demandé aux Juifs d'aller se déclarer en tant que Juifs. Et jamais, jamais, les Allemands, les nazis, auraient su venir nous chercher si la police française n'avait pas fait ce sale boulot. Et alors, a commencé pour nous toutes les restrictions. Interdit, en ce qui me concerne, petite fille, d'aller jouer avec mes petits camarades dans les jardins. Il y avait marqué sur la porte d'entrée du jardin « Interdit aux Juifs ». Dans certains jardins, on voyait la plaque extérieure « Interdit aux Juifs et aux chiens ». Vous voyez à quel niveau on nous mettait. On a convoqué 7000 étrangers environ. Et 3700 et quelques se sont présentés. Pas tous. Hélas, mon père l'a fait. Ma mère lui a crié « Mais n'y va pas, c'est un piège !» Mon père a dit « Mais il ne peut rien m'arriver, je travaille, je suis en règle. » Hélas, ma maman a eu raison. Et il est parti, je me souviens du billet vert. Il était convoqué pour 7 heures du matin. Il nous a embrassés, moi j'étais encore dans mon lit, et il nous a dit « À ce soir ». Et nous ne l'avons pas revu. Voilà, on envoyait ces hommes dans 2 camps dans le Loiret, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Mon père est parti à Beaune-la-Rolande, où il est resté pendant 13 mois. Mon père est parti par le convoi numéro 5, le 28 juin 1942, pour Auschwitz. Mais on nous disait qu'on les envoyait pour travailler en Allemagne. On nous a menti jusqu'au bout. Et là, plus de nouvelles.
mettre cette étoile. J'ai fait un scandale à ma mère. Je ne veux pas que tu couses ça, je ne veux pas. Ça a été terrible. Elle m'a dit, je vais le porter aussi, et ta sœur également. Alors, tu me laisses faire. Et elle a calculé l'endroit où elle devait me coudre. Nous devions porter l'étoile juive à partir de 6 ans. Moi, j'en avais 8, donc ça a été très difficile à porter. Vraiment, être différenciée de ses petits camarades, ça m'était très pénible. Je me souviens, lorsque je suis partie avec une petite camarade à l'école, la première fois où je la portais, mon amie Janine, bien, nous n'étions pas à l'aise du tout. Certaines petites camarades ont voulu continuer à jouer avec nous et d'autres pas. Et ça aussi, c'est très difficile pour un enfant. On a convoqué plus de 7000 policiers, je crois. Ils étaient groupés par 2. Ils avaient des listes de familles à prendre. Et un groupe important est allé dans les rues de Paris et ont lâché « Demain, on prendra les femmes et les enfants ». Et je suppose que ma mère l'a appris, puisque la veille au soir, elle nous a cachés chez nos grands-parents paternels qui habitaient à environ 50 mètres de chez nous, tout près donc. Elle avait dû aussi entendre que la rafle du Veldiv, ce serait de 2 ans à 60 ans. Mes grands-parents paternels étaient plus âgés que cela. Je ne sais pas pourquoi ma mère elle-même ne s'est pas cachée là. En fait, je n'aurai jamais l'explication, hélas. Nous étions là, à l'aube, de grands coups violents frappés dans la porte chez mes grands-parents. Police, ouvrez! Et ma grand-mère hésite, ouvre la porte, et 2 policiers français, l'un en uniforme, l'autre en civil, nous disent « Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère », sur un ton brutal. Et ma grand-mère a essayé de parlementer un peu, rien n'y a fait. On l'a bousculée d'ailleurs violemment. Et nous sommes partis en ramassant nos petites affaires. On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Il faisait déjà clair, au mois de juillet, il fait clair de bonne heure. Et là, dans la rue, j'ai déjà vu des jeunes qui essayaient de fermer des valises avec des ficelles, des valises éventrées. J'ai vu des gens qui hurlaient et on nous a ramenés auprès de notre maman. Et en chemin, l'un des policiers nous dit d'un air goguenard « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Hélas, ces choses-là arrivaient de temps en temps. Voilà. Nous remontons chez ma maman, nous habitions au 3e étage. Et là, ma maman, tellement contrariée de nous voir revenir, en larmes, on lui dit « Vous avez 5 minutes pour faire votre valise ou votre baluchon, on a encore beaucoup de gens à prendre. » On n'oublie pas cela. Je n'ai pas oublié cela avec ma sœur. On nous a emmenés à la Bellevilloise, qui est devenue un lieu festif. Mais à l'époque, ça n'était pas ça. Et nous sommes partis à travers les rues. L'image qui est récurrente, c'est que j'ai vu aux fenêtres, sur les trottoirs, des gens massés, nous regarder passer comme un troupeau. Et je dis toujours comme un troupeau. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux. D'autres nous montraient du doigt en riant. Et je dis toujours que malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. Les mamans criaient « Mais où allons-nous? Où nous emmenez-vous » Les policiers ne répondaient pas. On nous a emmenés donc jusqu'à la Bellevilloise, qui était une salle immense où nous étions plusieurs centaines. Nous sommes rentrés
Et là, nous étions debout, serrés les uns contre les autres. La chaleur était étouffante. Et ma maman essayait de se frayer un petit chemin à coups d'épaule. Et elle disait aux autres femmes, « Non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas travailler avec des tout-petits dans les bras. » Malheureusement, elle a encore eu raison, ma mère. Et une voisine est arrivée auprès de ma mère et lui a dit « Sa grande fille de 14 ans a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. » Alors ma mère s'est tournée vers nous et nous a dit « Vous allez faire comme Léa. » Et là, j'ai fait une comédie incroyable. « Je ne vais pas te quitter », j'ai hurlé. Alors elle a fait quelque chose que je ne pouvais pas raconter auparavant sans pleurer. Elle m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. Mais c'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours. Et là, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Alors quand je témoigne devant des jeunes, je leur dis « Vous voyez la différence d'attitude des policiers. Ceux qui sont venus nous chercher chez notre grand-mère où nous étions cachés ont fait du zèle. Ils auraient très bien pu dire sans mentir « Nous n'avons pas trouvé les enfants au foyer. » Par contre, ces deux policiers qui ont tourné la tête simplement pour ne pas nous voir sortir, moi j'appelle ça un acte de résistance. Eh bien, nous retournons chez nos grands-parents qui sont en larmes et ma sœur apprend que notre maman, n'ayant plus ses enfants avec elle, part avec les célibataires directement au camp de Drancy. Et ma maman est restée au camp de Drancy, qui était l'antichambre de la mort, parce que de toute la France arrivaient des trains bondés de juifs, passaient par Drancy, et de là partaient les trains qui les emmenaient dans les camps d'extermination. Donc ma mère reste 13 jours à Drancy, ma sœur apprend qu'elle est là, et on y est allé 3 fois avec ma sœur. Et la première fois, je n'ai pas vu ma maman, nous sommes repartis en pleurant. Et la deuxième fois, je recommence à pleurer, je ne vois pas maman. De loin, je voyais beaucoup de visages. Nous étions séparés par des barbelés, mais aussi par une très grande cour. Donc, désespérément, j'essayais de voir le visage de ma maman. Et un monsieur, me voyant pleurer, me demande ce que j'ai. Je ne vois pas ma maman. Alors, il m'a prêté une paire de jumelles. Et j'ai pu voir pour la dernière fois, de loin, le visage de ma maman qui nous a vus et qui a fait ce geste. Partez. Pourquoi? Parce que les gendarmes nous pourchassaient tout autour du camp et nous étions toujours en danger. La troisième fois où nous sommes allés à Drancy, nous descendons du car et ma sœur me dit « On repart à Paris ». J'ai hurlé « Je veux voir maman ». On repart à Paris. Et c'est plus tard qu'elle m'a expliqué. J'ai vu comme elle passer des autobus bondés dans l'autre sens, mais je n'ai pas spécialement regardé. Or, ma sœur a regardé dans les autobus bondés et elle a vu, m'a-t-elle dit, une partie du visage de ma mère debout, serré, qui nous a aperçus sur le trottoir et qui a essayé de faire ce geste. Partez. Elle me l'a dit plus tard. Voilà, ma mère est partie. Il a fallu grandir d'un seul coup. Nous n'étions plus des enfants. Quand je voyais au coin d'une rue des gens à mine patibulaire, des hommes habillés de cuir, avec des chapeaux, ceux qu'on appelait les collabos, eh ben, je m'enfuyais. Ça a été des moments très difficiles pour nous tous.
Les rafles étaient de plus en plus rapprochées. Donc, mon grand-père est parti à l'hôpital où il est mort peu de temps après. Moi, j'ai été mise dans un centre pour enfants juifs avec ma sœur, mais séparée de ma sœur, parce qu'on était par âge. J'y suis restée pendant quelques mois. J'en garde un très mauvais souvenir, parce que c'était dur à vivre là. Voilà. Donc, j'ai été placée 8 jours dans une famille catholique et ensuite chez des bonnes sœurs et dans une autre famille catholique. J'ai changé sans arrêt d'endroit. Et en janvier 1944, ma cousine m'a procuré de faux papiers. Je deviens Rolande Sagnier, j'ai 9 ans et je pars à Château-Renaud, près de Tours. J'arrive là. Je tombe sur une personne d'un certain âge, acariâtre, désagréable. J'ai été là, malheureuse, très malheureuse. Et là, la nourrice de mes cousins, donc, m'a placée chez sa sœur et son beau-frère. Et je dis que grâce à ces gens, j'ai pu reprendre courage. Je n'y suis restée qu'1 mois, mais je ne les ai jamais oubliés. Monsieur et Madame Saillard, voilà. Nous avons été libérés par les Américains. Tout un groupe d'enfants, dont moi, nous partons à la rencontre des tantes des Américains et nous crions « Sem Sem Gomme ». On ne savait même pas dire chewing-gum. « Sem Sem Gomme »,« chocolat, chocolat ». On avait tellement été privés de tout. Et là, on voit sortir de la tente un gradé. Il avait toutes sortes de décorations. Et 2 autres, ils étaient 3, je crois. Et ils viennent vers nous. « Do you speak English ?» Aucun enfant ne comprenait. Et moi, j'ai eu une idée. Je dis yiddish. Il me dit « Tu parles yiddish ?» J'ai dit « Oui. Viens avec moi. » Et il m'emmène dans la tente. Et il me pose des questions. Il dit « Où sont tes parents ?» Parce qu'il a bien vu que je n'étais pas une petite fille du lieu. Mes parents les ont emmenés en Allemagne, je ne sais pas où. Lui savait déjà la destination. Il m'a raconté qu'il avait une petite fille d'à peu près mon âge à New York. Et il m'a fait donner un plateau avec des friandises. Les enfants ont dit « La petite Rolande, qu'est-ce qu'elle parle bien l'anglais ?» Nous arrivons avec ma grand-mère et ma sœur dans notre appartement. Devant notre appartement, il y avait les scellés sur la porte. On arrache les scellés, on ouvre, rien. Il n'y avait plus rien. Mais les gens ont dansé et chanté à la fin de la guerre pendant 8 jours au moins. Et 8 nuits. Et moi, je n'avais pas le cœur à chanter et danser. J'espérais revoir mes parents, ma famille, les miens. Je viens avec une photo à l'hôtel Lutetia, j'avais déjà 11 ans, et je dis « Vous avez connu ?» Je n'ai pas terminé ma phrase. Qu'ai-je vu devant moi? Imaginez un homme qui pèse entre 33 et 35 kilos, les yeux enfoncés dans les orbites. Il me faisait peur. Et je me suis enfuie avec ma sœur. C'était les déportés qui revenaient. Les 3% de déportés qui ont résisté et qui ont pu revenir. Voilà. Il y avait des affiches à l'hôtel Lutetia avec les noms des gens qu'on rapatriait. Donc nous, on regardait les listes. Parfois, il y avait des photos. Et je n'ai pas vu le nom de mes parents, ni d'aucun des miens. Aucune personne n'est revenue. Eh bien, il a fallu vivre avec cela. Alors j'espérais encore. J'essayais de m'endormir le soir en disant « Mes parents, on a dû leur frapper sur la tête, ils ont perdu la mémoire, peut-être qu'ils sont en Russie, peut-être qu'ils reviendront. » Et personne n'est revenu et il a fallu accepter d'être orphelin de guerre, orphelin. Eh bien, j'ai récupéré quelques photos de mes parents
J'aurais oublié leur visage, leurs traits, si ma tante ne m'avait pas donné ces photos. Je suis bébé sur ma mère, mon père et ma sœur à côté. C'est une photo des moments heureux que nous avons vécus. Je garde le souvenir vivant de mes parents. Pour moi, ça a une importance extraordinaire.